Bonjour, bienvenue à ce marché ou atelier sur les nouveaux horizons, de la façon de raconter qui change de plus en plus avec les nouvelles technologies, les nouveaux médias en réseau, les tendances de convergence et autres. On va vous présenter différentes façons d'aborder ces grands enjeux-là, de façon poétique et un peu plus concrète aussi. Donc, je vous souhaite une agréable écoute et merci d'être ici avec nous. Je suis Jonathan Bellil, je suis originaire de Montréal, j'ai étudié en cinéma. Après mes études à l'Université de Montréal en narratologie, j'ai fait un peu d'installation. J'étais voué sûrement à faire du cinéma, mais après avoir installé des sacs de sable sur un spot lors d'un long métrage, je suis tombé bien malade, puis le gars qui était sur le set, il m'a dit « Toi, t'es pas fait pour le cinéma ». Donc, je suis allé dans le web. Fait que c'était plus safe, j'étais à l'intérieur, devant un ordinateur, je tombais jamais malade. Mais ça m'a amené à faire beaucoup de récits interactifs. Donc, je suis resté scénariste, je suis devenu scénariste interactif. Et récemment, j'ai rencontré Vincent, qui était un producteur de films audiovisuels, qui m'a rattaché à ma magie, à cet amour que j'avais du cinéma. Et me voici aujourd'hui avec cet homme. Moi, c'est Vincent Routier. Je suis le fondateur, président de Saga. Saga a été fondé en 2006, quand on faisait nos courts-métrages étudiants. En fait, on signait nos films Saga Film Production à l'époque. De fil en aiguille, la compagnie a grossi quand même assez rapidement. On a fait en 2008 le championnat mondial de hockey, une espèce de parcours scolaire dans lequel les jeunes étaient amenés à découvrir les équipes du championnat mondial de hockey. Puis il y avait une espèce de film propagande de 5 minutes sur la fierté qu'on a comme Québécois pour le hockey. Quelques semaines plus tard, on a été approché par Ex Machina pour faire la captation de Buskers Opera, qui est une comédie musicale de Robert Lepage. On n'avait pas terminé le montage encore, on a fait le moulin image, la captation. On travaille beaucoup pour Desjardins. Puis de fil en aiguille, les projets sont devenus de plus en plus interactifs. On s'est intéressé au web, aux nouvelles manières de raconter des histoires. Moi, je regardais comment les technologies évoluaient, puis je me disais à un moment donné, le cinéma, ça va plus se passer comme on le vit en ce moment, ça va pouvoir devenir encore plus immersif, plus intense, les émotions encore plus fortes. Puis je me suis questionné beaucoup sur comment on allait s'y prendre pour raconter ce genre d'histoire-là. Je me suis ramassé dans une conférence que Jonathan donnait à l'INIS à un moment donné, qui était une exploration assez intense des nouvelles manières de raconter des histoires. On va vous présenter aujourd'hui une partie des projets sur lesquels on travaille, la manière qu'on approche les projets, notre vision un petit peu du futur, du transmédia, puis voilà. Donc, la prochaine slide, c'est une petite présentation de notre vision, de la raison d'être pour qu'on fait ce qu'on fait, puis la manière de le faire. On vous laisse là-dessus. Everything starts from nothing. The spark of an idea, a seed. Coincidence, a moment of epiphany, when things collide, a big bang. A picture begins to emerge, a vision, deep from within, burning us from the inside. It needs to go out, it has to. The gears are set in motion, a ripple effect. It dances in front of our eyes. We seize it, breathe life into it. Imagination becomes matter, a universe, exposing our dreams. Coherent, consistent, meaningful. An experience, an experiment, building worlds. We become pervasive. We foster change. We engage. We take action. And we believe.
We are Saga. Donc, on croit qu'on est Saga. Ça, c'est une slide juste pour faire plaisir à Vincent. C'est impossible que les gens puissent lire la densité de l'information qu'il y a ici, mais c'était... moi, à la base, je pense que je me considère plus poète que d'autres choses. Donc, j'aime beaucoup penser à ce qui va advenir, mettons, de la façon dont on apprend, de la façon dont on se raconte les histoires. Dans le temps de Socrate, quand le livre commençait à apparaître, l'écriture, il y avait très peur, Socrate, qu'on perde notre capacité à mémoriser. Dans ce temps-là, dans les écoles, les élèves apprenaient les leçons par cœur et pouvaient les réciter après les avoir entendues. La mémoire humaine a baissé beaucoup depuis ce temps-là. Mais l'imprimé a amené d'autres façons d'apprendre. Le film a amené d'autres façons de raconter. Mais le web, ce qui a amené, c'est une transition dans la façon qu'on se relie entre nous. Donc, nos idées ou la façon dont nos idées véhiculent le message a changé. En 97, j'étais dans le web. Le monde me disait ça ne restera pas, Jonathan, dans le web, c'est temporaire. Donc, moi, j'hébergeais 5000 sites. Je voyais des compagnies comme Bell, Hydro-Québec, qui se demandaient s'ils devaient être ou non sur le web. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment juste un web de documents. C'était des PDF, des documents Word. C'était assez plate qu'est-ce qui se passait au niveau corporatif, voire même visuel. Entre 2000 et 2006, il a commencé à avoir des expérimentations sur le web entre les gens. Donc, le web, au lieu de relier simplement des documents, a commencé à avoir des documents qui reliaient des humains. Donc, au lieu de juste taguer un document, ça, c'est une présentation corporative, c'était « ma relation avec toi, c'est telle relation, je suis ami avec toi ». Donc, on a commencé à documenter nos relations humaines sur le web jusqu'en, disons, 2009. Facebook, tout ça, l'espèce de trend social, networking, ou en tout cas antisocial, on pourra en discuter tantôt, nous a amené vers un web de plus en plus organique, où est-ce que la machine de Google qui nous observe, où est-ce que tous ces gros agrégateurs de data-là nous observent, commencent à réfléchir par eux-mêmes à qu'est-ce qu'on veut faire. Google a annoncé cette année que leur engin était capable de prédire 2 semaines à l'avance qu'est-ce qu'on allait faire basé sur nos recherches. Donc, ils observent vraiment, ils connaissent vraiment mieux nos intentions de recherche que nous, on sait même pourquoi on cherche. Donc, ça nous a amené vers une transition lentement symbiotique. L'Internet of Things, dont on va parler dans une seconde, et ce web-là qui connecte nos machines qui nous entourent. Donc, nos téléphones en disent plus sur qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à comment on se promène avec. L'année passée, Google a acheté une start-up à 1 milliard qui s'appelait Biavio. Puis Biavio, leur intention, c'était de simplement donner à Google qui possède le téléphone en fonction de la vitesse à laquelle il se déplace. Donc, un jeune se déplace plus vite qu'un vieux. Donc, où sont les jeunes en ce moment dans la ville? Où sont les vieux en ce moment? Puis, ils ont été beaucoup plus loin dans l'agrégation de data. Ce qui se passe en ce moment dans le monde programmable, c'est que les machines commencent à apprendre sur notre langage. Les machines commencent à décrypter, lentement mais sûrement, qu'est-ce qu'on essaie de dire dans notre humanité, dans nos histoires. Google commence à analyser le contenu des vidéos sur YouTube de façon automatique. Donc, les machines savent où sont les conversations d'Alexandro Jodorowsky, où sont les chats, où sont les autos, quelles sont les scènes d'action, où sont les scènes d'amour. Donc, ils sont capables, de façon automatisée et algorithmique, de commencer à analyser notre monde de contenu. Ce monde-là de contenu est superficiel par rapport à toute la densité d'informations qui s'en vient dans ces machines-là. Dans les hôpitaux, les capteurs, les vêtements intelligents, les montres, les Google Glass de ce monde, tous les objets qui vont vouloir rajouter sur notre corps pour nous mesurer puis nous capturer. La caméra ne sera plus un acte de capturer le réel, ça va être des senseurs qui vont capturer notre intérieur, notre intériorité. Et ça nous amène à un petit graphique que j'ai dessiné pour sortir un petit peu de cette lourdeur-là, un petit peu plus poétique. Toutes les mythologies qui nous ont précédés. Il y a 5000 ans, les hommes mémoire, les Indiens, quand ils regardaient les étoiles, ils reconstituaient tout le récit de leur tribu à l'aide de récits mythologiques. Ces mythologies-là ont influencé toutes les religions qui ont suivi aussi les cultures un peu plus modernes qu'on connaît aujourd'hui, mais on est encore basé sur pas mal de mythes. La plupart des narratologies modernes sont basées sur des mythes extrêmement ancestraux, voire archétypales. Et ça nous amène très récemment à avoir des narratifs dans des médias, des réseaux en médias comme la télé, le cinéma, des institutions qu'on pourrait appeler fixes, mais qui vont bientôt peut-être changer, à explorer des nouveaux comportements. Les gens ne regardent jamais la même chose pendant 20 ans de la même façon. En 70, quand le VCR puis le VHS sont apparus puis ont commencé à décider qu'est-ce qui va se passer avec le VHS,
Ce qu'ils n'avaient pas prévu comme comportement, c'est que les gens allaient commencer à faire du time shifting. C'est-à-dire qu'ils n'allaient plus écouter l'émission comme elle était programmée à la télé. Ils allaient enregistrer l'émission puis ils allaient l'écouter quand ils voulaient. Là, on regarde Netflix, c'est un peu le même phénomène, sauf que là, les gens ils écoutent une série, 12 épisodes d'une shot. De plus en plus dur de prévoir le comportement des foules parce qu'on a de plus en plus d'influences variées sur la façon de consommer le contenu. La technologie, les plateformes évoluent à un rythme, je dirais, qui se décuple à chaque mois maintenant. Et l'économie, les contextes sociologiques ont évolué, la géopolitique en ce moment avec le web, on est tenu en temps réel avec les défauts que ça a, sur tout ce qui se passe en temps réel, comme si on avait une prise de décision à prendre ou une capacité à avoir une opinion dans un flux d'informations de plus en plus difficile à digérer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vient vous parler, c'est que vous êtes, la plupart d'entre vous, je n'ai pas posé la question, des auteurs, des filmmakers, des réalisateurs, peut-être des producteurs, qui avaient une approche de l'arc narratif. Vous contez une histoire qui est self-contained, qui se tient sur un format qui est fixé sur un celluloïde ou du moins distribué dans un format qui dure 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, mais qui est distribué dans un format. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arrêter de parler du format, de revenir vraiment à votre rôle de storyteller, de votre rôle de conteur, et de voir les nouvelles structures de raconter qui incluent le film, mais pas seulement le film. C'est-à-dire comment le film est perçu comme expérience parmi tant d'autres expériences de raconter une histoire. Donc, si je parle de mon film, ce qui précède le film, il y a le storyboard, il y a le script, toutes tes relations, tous les acteurs que tu es en train de booker, toutes les rencontres que tu fais aujourd'hui font partie de l'expérience globale de ton film, puis qui le précède peut-être de 1, 2, 3, 4 ans. Il n'y a pas longtemps, je voyais un film de Jodorowsky qui n'a jamais été filmé sur Dune. Quand Jodorowsky a fait ce film-là, il a monté une équipe d'illustrateurs puis de scénaristes. S'il avait été à l'époque du transmédia, ça aurait été un projet incroyable. Les gens qui ont été mis sur cette équipe-là, ils ont créé un scénario, ils ont fait un storyboard qui a influencé Blade Runner, Star Wars, le Dune de David Lynch, mais son film, à lui, n'a jamais été fait. Donc, il y a une espèce d'accumulation en ce moment d'objets technologiques qu'on a connus dans les 30 dernières années qui est en train de disparaître, ou du moins de se simplifier. Puis on ne parlera plus à un moment donné de multiplateformes. Ça va juste devenir des services. Puis selon nous, puis on va y arriver rapidement, cette simplification d'accès-là au contenu va nous amener même à voir les conversations qui ont lieu en ce moment dans les réseaux Facebook, Twitter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à l'aise avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais cette multiplicitude, cette multitude de conversations-là, cette multitude de réseaux-là, de services sociaux qui semblent nous espionner ou qui semblent analyser de quoi on parle, nous permettent aussi de passer un message beaucoup plus rapide puis d'identifier des audiences beaucoup plus rapidement. Donc, si je n'ai pas encore perdu du monde, je m'arrange pour le faire. Pourquoi on vient vous voir aujourd'hui? Parce que moi, je ne crois pas au mot multiplateforme. Je pense que c'est un mot inventé par les institutions pour vraiment bien gérer les financements typiques à chaque média. Vincent pourra corriger ce que je viens de dire pour ne pas créer trop de malaise. Mais les multiplateformes de ce monde, ce n'est pas ça l'expérience. Vu que c'est fragmenté, moi, je consomme un livre, je suis en immersion totale, je n'ai pas besoin d'avoir un autre device pour me faire vivre le livre mieux. Mais récemment, le transmédia a été vu par les agences marketing puis par certains films, je dirais convergents, comme il y a un site web, as-tu une application mobile, puis as-tu un film. Ce qui amenait les gens à tout le temps penser multiplateforme. Mon film, est-tu multiplateforme? Mais l'idée, c'était comment tu fais pour engager dans ton histoire tes participants, ton audience? Comment tu fais pour les inviter à entrer dans ton univers? Ce n'est pas simplement par le film, ça peut être par un événement, ça peut être par une vidéo sur le web, ça peut être par une activité expérientielle dans un événement, une installation. Et je vais essayer d'accéder rapidement à cette slide-là. Ce qu'on se rend compte dans les audiences, dans la démographique, dans le behavioral, c'est que les gens n'ont pas arrêté d'aimer l'expérience passive de s'asseoir puis de se laisser raconter une histoire. Cette expérience-là est encore viscérale. L'audiovisuel est dominant sur le web. Les documents les plus partagés, c'est des courts vidéos de 2 à 5 minutes. C'est le format dominant sur Internet. C'est ça qui fait que les gens se passent du contenu. Puis c'est ça qui fait que les gens cliquent sur des contenus. Fait que ça reste quand même à votre avantage. Mais ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de types de curiosité au niveau de l'expérimentation autour de comment on raconte l'histoire. Ce n'est pas juste de l'audiovisuel, c'est aussi comment la conversation est maintenue entre l'auteur ou le créateur et son audience. Ce lien-là est plus important pour aller financer un film que le film lui-même maintenant. Il y a aussi le jeu
qui a été une grande catégorie un peu ignorée jusqu'à temps qu'il ressemble presque à un film. Donc, les jeux qui sortent récemment, il y a des trailers que Vincent qui va vous parler, qui sont entièrement filmés dans le jeu. Donc, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin de caméra pour faire un film. Il y a peut-être des gens qui vont faire des films entièrement avec un moteur de jeu. Ça risque d'arriver. Mais ce qui change, c'est notre motivation. Ma motivation à moi n'est pas de plus voir de films dans ma vie. Ma motivation à moi, c'est de découvrir des auteurs, découvrir des nouvelles idées. Ça précède le format. Ça précède mon intérêt à juste voir un film. J'ai comme le goût de plonger dans l'univers, dans sa tête. Et de plus en plus, ça, c'est faisable à des faibles coûts. Et ça permet de bâtir une audience beaucoup plus forte autour d'une bonne idée. Donc, même si l'intention initiale, ça va être de financer un film ou d'arriver à livrer votre vision sur un celluloïd, l'année qui précède ce film-là, l'année ou les 2, 3, 4 années qui précèdent le financement total de votre film, vous allez avoir amassé peut-être 10 000 personnes qui veulent le voir, qui vous aident en arrière-plan, qui convainquent vos investisseurs ou les distributeurs d'embarquer avec vous parce qu'ils croient déjà en votre idée. Il faut que je te laisse parler un peu. C'était là que ça se passait. C'était là que ça se passe. Bien, juste peut-être pour faire un petit... concrètement, ce que Jonathan voulait dire, on se disait que j'allais l'interrompre souvent comme ça. L'approche qu'on a, nous, quand on développe des projets maintenant, c'est pas nécessairement de partir du médium, on va faire un long métrage ou on va faire un court métrage ou on va faire... Mais c'est de partir de l'histoire. En anglais, c'est story world, l'univers narratif. Les personnages, la quête, les motivations, souvent il y a une cause ou il y a un objectif derrière le projet. Puis, basé sur l'écosystème de cette histoire-là, de ces personnages-là, puis de ces choses-là, souvent l'histoire a choisi sa plateforme par elle-même ou ses plateformes par elle-même. Quand on commence par l'histoire, bien, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le bon public, de se poser la question de comment on va aller chercher ce public-là, comment on va raconter l'histoire, par quel chemin on va passer pour la raconter, comment on va la financer, qui a des intérêts ultimement à financer ce genre d'histoire-là. Quand c'est de la culture, ça vient encore dans le financement traditionnel, mais si on tombe plus dans les causes ou on a travaillé, on va vous en parler un petit peu tantôt, dans les approches de financement, mais la cause ou le sujet, des fois, peut donner le ton à tout le reste de comment l'écosystème du projet peut se bâtir. Puis après ça, on va choisir les plateformes, les technologies que ça va prendre pour le raconter. Joe, tu peux peut-être parler un petit peu de l'écosystème dans lequel les gens sont maintenant? Ouais. Donc, moi, je suis un scénariste interactif, donc quand j'écris une histoire, je pense aussi à l'architecture de l'expérience de réception de cette histoire-là. Donc, à quel endroit la personne va recevoir le film? Es-tu sur ton téléphone cellulaire? Es-tu en train de lire un livre? Es-tu en train d'écouter un film? Y a-tu du bruit, pas de bruit? Es-tu seul? Donc, la culture dans cet environnement-là, le film est présenté dans quel type de culture géographique? Quelle région du monde? Les gens ne regardent pas le film de la même façon dans chaque culture. Les environnements, les activités que tu fais pendant que tu es en train de faire. Il y a des gens qui disent que tu peux écouter une émission de télé en étant sur ton iPad puis en faisant du second screen. Moi, j'ai essayé de suivre cette tendance-là du second screen puis j'ai eu de la misère. Quand j'écoutais House of Cards, je ne voulais pas me faire déranger parce que c'était character-driven puis j'étais complètement attaché au personnage. Je ne voulais pas me faire déranger puis me faire amener ailleurs. Alors que dans d'autres séries comme Lost ou des émissions américaines un peu plus quest-based, j'étais intéressé à me faire dire « Hey, en passant, ce que tu as vu n'est pas suffisant pour te faire comprendre tout. Il va falloir que tu ailles sur le web et que tu aies été informé sur l'histoire, le backstory de certains personnages pour comprendre ce qui se passe à l'écran. » Donc, c'était comme des shows un peu plus complexes, plus intellectuels. L'attention a diminué. Les gens, en moyenne, sur le web, quand ils voient un lien, ils ont 3 secondes pour décider s'ils cliquent ou pas dessus. Donc, peu importe la qualité de ton contenu, ça va être vraiment le titre, l'endroit où ils t'ont trouvé, l'heure où est-ce que le lien est envoyé, puis le réseau dans lequel il a été recommandé. Fait que toute la conversation, les connexions que tu as sur ton téléphone sont aussi des éléments que j'inclus dans l'histoire maintenant. J'inclus dans l'histoire tous tes amis, tous les influenceurs, tous ceux qui parlent de ton contenu font partie de ton histoire. C'est encore abstrait peut-être pour les gens, mais j'y arrive rapidement. Un des projets qui m'a amené à travailler avec Vincent, c'est les places publiques. Quel est le lien avec le narratif? Au 18e siècle, les places publiques, c'était un endroit où les gens se rendaient puis il y avait des conversations. Plus les siècles le parvis de l'Église, par exemple, la politique, l'élection de quelqu'un, la décision de tuer quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, ou le journal, où tout se passait sur le parvis de l'Église. Puis ce genre d'endroit-là de convergence physique a disparu avec les technologies puis la manière qu'on échange maintenant. Puis un projet
Place Technoculture, qui est un projet à Québec sur lequel on travaille depuis quelques années déjà. L'idée, c'était comment on peut retransformer le Jardin Saint-Roch, une place publique à Québec, pour que ça devienne un lieu de destination au lieu d'être un lieu de passage. On a commencé à travailler là-dessus, moi et Jonathan. Il y a un super gros mouvement dans le monde de ville intelligente, comment on va connecter les gens ensemble, le data peut servir à quoi pour améliorer la vie des citoyens, des résidents, des municipalités. Puis dans le projet de Place Technoculture, l'idée, c'était de redonner la place publique aux citoyens en mixant des fonctions technologiques, des écrans, des sensors, des systèmes de son et tout, et une plateforme web pour que les gens soient capables de se réapproprier cet espace-là, d'avoir un objectif de se rencontrer dans cet espace-là, puis de vivre des trucs collectivement ensemble. Puis, d'un point de vue plus poétique, d'avoir la capacité de raconter des histoires sur la ville. Donc moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de mobile storytelling, donc des récits que tu marches. J'ai fait Lost River, j'ai fait Burgundy Jazz à Montréal. C'est des récits géolocalisés où tu te promènes, puis le récit vient à toi en fonction de la vitesse et des lieux où tu te trouves. C'est pas des shows à grand déploiement. Là. On parle de 25 000 personnes qui ont consulté l'expérience, ou 15 000 pour Burgundy, mais c'est des petits quartiers. C'est des expériences de quartier qu'on pourrait dire. Puis c'est des récits de quartier. C'est-à-dire il faut que tu ailles sur les lieux, tu mets tes écouteurs, puis selon où est-ce que tu te trouves. Un exemple, Burgundy Jazz, c'est sur l'histoire du jazz et des Noirs dans la petite Bourgogne à Montréal. Quand tu arrives au coin de la rue, tu entends un beat, si tu fais rien, ça fait puis si tu commences à marcher, ça fait puis là, tu marches ta toune. Tu arrives au coin, Bill Burry, William Jones commence à chanter sa trompette. Si tu tournes à droite, il y a une toune qui part qui n'est pas la même que si tu tournes à gauche. Donc, on a géolocalisé des tounes, on a géolocalisé un documentaire. On n'est pas les premiers à parler de mobile storytelling, mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'au lieu de l'avoir sur le téléphone, que j'étais un petit peu tanné de voir des gens déconnectés tout seuls sur leur téléphone à vivre leur récit tout seul, je voulais faire la même chose qui arrive au cinéma. C'est une expérience collective. On est tous en immersion personnelle, mais on est ensemble quand on regarde ça. On voulait créer une plateforme qui allait créer des récits urbains dans la ville, qui utiliserait les projecteurs, un exemple d'un quartier des spectacles qui sont déjà installés, puis qui allait faire un film en marchant. J'allais pouvoir marcher dans le quartier des spectacles, puis selon le rythme où je marche, ce que j'entends n'est pas pareil. Si je cours, le soundtrack n'est pas le même que si je marche lentement. L'image que moi j'ai vue, c'est un renard qui me suit. Si je tourne à gauche, je vois une baleine. Si mon ami a tourné à droite, puis il revient, vu qu'il n'a pas fait le même chemin que moi, il ne verra pas la baleine. C'est des films interactifs ou des contes interactifs dans la ville. Puis comme compagnie, en fait, structurer le développement d'une compagnie, on va en parler un petit peu tantôt au niveau des finances, mais un gros shift que nous, on a fait dans la dernière année, qui est une espèce de traversée du désert intense, on a décidé de se concentrer sur des produits. On avait une offre de services, on travaillait sur plein de projets avec d'autres mondes, pour d'autres mondes et tout, puis il y a un outil pour raconter des histoires immersives comme on les entrevoyait qui n'existait pas. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de se lancer dans IO Theater. Donc, c'est un financement au Fonds des médias expérimental qui vient de déclencher le projet. Puis on commence le développement de ce projet-là dans les prochaines semaines. L'idée d'IO Theater, c'est de donner un outil à des gens qui veulent créer des expériences interactives dans des lieux publics. Le lieu public, ce n'est pas nécessairement un lieu qui appartient à une ville. Ça peut être un musée, ça peut être un événement, ça peut être dans lequel le téléphone, le mobile, des sensors ou n'importe quelle forme de trigger va être capable de déclencher un événement ou un contenu. Fait que j'arrive dans un lieu, le lieu reconnaît que c'est moi qui est là, puis que j'ai déjà accumulé les points ou j'ai déjà passé par un autre endroit. Puis le projecteur va projeter quelque chose en lien avec où moi je suis rendu dans l'expérience. Fait que c'est comme un mix entre le théâtre, le cinéma et le jeu vidéo. Fait qu'éventuellement, ça reste encore une exploration. On va lancer un prototype en novembre. C'est une espèce de sprint, course contre la montre. Puis il y a énormément de nouvelles technologies qui vont être connectées à cette plateforme-là. Puis on va explorer les manières de donner un sens narratif à toutes ces technologies-là. Donc, je vais passer rapidement certaines slides pour vous amener à des projets vraiment récents qu'on a faits en récit interactif un peu plus simple à comprendre que IO Theater, c'est un film que Vincent a fait avec Saga pour une cause qui était le tabac chez les jeunes. En fait, on a été engagé par le ministère de la Santé puis le Réseau sport étudiant du Québec pour faire de la sensibilisation dans les jeunes au secondaire contre les stratégies de l'industrie du tabac. C'est très abstrait, c'est un sujet qui n'est pas sexy du tout pour les jeunes.
Donc, ce qu'on a proposé de faire, c'est un film interactif. Fait que c'est un film qui dure à peu près 20 minutes, dans lequel on peut cliquer dans la vidéo pour aller dans différentes directions. Fait qu'on a des preuves ou des objets à collectionner. Si on ramasse les bonnes preuves, à la fin, on déclenche la finale dans laquelle James Anderson, notre méchant qui tue 6 millions de personnes par année, qui représente comme l'industrie du tabac, se ramasse dans un tribunal, puis la scène finale, c'est la scène du tribunal qui aussi servait de publicité à la télé comme campagne sociétale. Si vous voulez voir un petit peu comment la structure narrative fonctionnait, on avait différentes scènes, puis dans certaines scènes, il y avait des embranchements, puis en fonction de si on prenait les embranchements, on se ramassait dans d'autres directions, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais c'est une expérience de film. Puis à la fin, si on arrivait à la fin et on n'avait pas les preuves, on avait des indices qui nous ramenaient plus tôt dans l'expérience où il fallait aller les rechercher. Puis au fur et à mesure où on trouvait des indices, c'était toujours attaché à du contenu, que les jeunes étaient du contenu saviez-vous que, ou des informations qu'il fallait qu'on lit. Fait que le jeune était dans une expérience de fiction qui était beaucoup plus ludique que si on avait eu un message sociétal, vous savez, il ne faut pas fumer. Ça a eu des super beaux résultats. On avait du 3 000 à 4 000 personnes par jour qui venaient sur le site au début. On a gagné plusieurs prix avec ça. Un autre gros projet majeur sur lequel on travaille en ce moment, c'est Apocalypse, la série documentaire. Ça fait 3 ans maintenant à peu près qu'on travaille avec l'équipe de Ideacom International à Montréal et CCNC en France pour décliner l'univers d'Apocalypse, qui est l'histoire de la Première Guerre mondiale, sur les nouvelles plateformes. Puis c'est un projet gigantesque, assez complexe à tous les niveaux, financement et tout, mais ultimement, ce qu'on a fait avec Apocalypse, c'est au lieu d'en faire un projet convergent aux multiplateformes, on s'est dit on va en faire un projet porteur pour les commémorations de la Première Guerre mondiale. Fait que c'est pas une série télévisée pour laquelle on crée une expérience transmédia, c'est une cause, c'est un contexte. La Première Guerre mondiale, comment on peut faire une expérience transmédia qui va permettre aux gens de vivre, qui va rejoindre différents publics, la Première Guerre mondiale pour que ça réarrive jamais, en fait. Donc, il y a pour la série, il y a 10 destins, une application iPad qui est une bande dessinée interactive avec 10 destins un petit peu partout dans le monde qui se croisent. Il y a un volet web, il y a un jeu vidéo et un événement qui sont en développement en ce moment sur la bataille de Vimy. Puis il y a des tonnes de bandes dessinées. Et tout ça pour rejoindre des publics qui sont à la fois jeunes, qui écoutent moins la télé, mais qui peuvent être ramenés ou intéressés à ce qui va se passer à la série télé, mais qui ne sont pas nécessairement déconnectés l'un de l'autre. Donc, la bande dessinée ou l'expérience du destin sont quand même connectées entre elles, mais tu pourrais consulter la bande dessinée ou l'application iPad sans voir la série, puis tu aurais quand même vu les grands enjeux, les grandes thématiques. La prochaine slide, c'est Wuxia. Ouais. Tu veux-tu introduire? Oui. Il nous reste 5 minutes avant la période, plus, je dirais, de questions ou savoir où est-ce qu'on en est par rapport à votre jugement envers nous. Puis savoir aussi qu'est-ce qu'on peut avoir comme interaction ensemble, savoir qu'est-ce que vous voulez entendre. On a une slide sur Wuxia, qui est un projet qui est 8 ans de collection de rêves que j'ai eu. Et je me disais que j'avais le goût d'écrire un film, j'avais le goût de revenir au cinéma ou au film d'animation, je ne savais pas trop, mais bref, ça a été un scénario qui m'a pris 8 ans à écrire. J'imagine que c'est normal. Vous allez me dire, oui, c'est ça que ça prend à écrire un scénario, mais peut-être pas. Et c'était du développement, je pelletais en avant des idées, jusqu'à temps que je me dise, on va faire un trailer. Vincent, c'est lui qui m'a aidé à synthétiser ça en 2,5 minutes. Vous allez voir un peu le mélange de mes idées avec le mélange d'un cinéaste. Donc, comment raconter une idée qui ne s'explique pas vraiment en film. Le projet va être lancé sur Kickstarter dans 2 à 3 semaines. Fait que si vous voulez nous supporter là-dedans, ça va être super apprécié. Hi, my name is Jonathan Bellil, and I'm going to tell you the story of Wuxia the Fox. It's a recollection of many dreams I had for 8 years now. So there's a comet hitting planet Earth where Orimia is living. That leads her to follow the trail of a little fox called Wuxia, a very young fox that lost all his family. They will try to find the whale, Neoma.
and make the human dream possible again. Wuxia the Fox is a transmedia project that comes as a book, an illustrated book paired with an iPad app. The iPad app reacts to what it hears and to what it sees. As you speak, the soundtrack adapts to your tempo, adapts to the drama that you're adding in your tone. So the surrounding of the book will affect the app. So basically I could have little blocks with symbols that I place on the book, revealing new scenes in the iPad. You can wear a mask, the iPad will see that, react. That app is a very strange instrument that, once unlocked, helps you see and hear different stuff in the book. This whole ecosystem, this book and this iPad app, is part of that Kickstarter campaign. This is the first door to the Wuxia world. Please, help us make this happen. Donc, tu as un livre, tu as un iPad ou un iPhone qui peut détecter, entendre, détecter soit des symboles, soit des images, détecter des comportements, des mouvements, ou juste sémantiquement reconnaître où tu es rendu dans le livre puis ajuster le soundtrack à l'histoire que tu racontes à ton enfant. Fait que si c'est intense, la musique va être intense. Si c'est doux, ça va être doux. Ça vous donne un peu une idée de l'exploration que je veux faire. C'est comme un outil pour les parents, pour les rendre, pour les aider à être storytellers, pour les aider à développer avec leur enfant une relation. C'est extrêmement dialogique, là, donc c'est une fable écologique. C'est un vaisseau spatial qui tombe puis qui détruit finalement une partie d'une forêt. Tous les animaux se retrouvent dans une espèce de cercle où est-ce que tous les sons de l'écologie, donc tous les sons de la Terre qui vont disparaître au cours des 500 prochaines années, est enregistré dans cette application-là. C'est comme pour permettre aux enfants d'écouter les sons de la nature, développer de la musique avec leurs parents autour de cette espèce de fable écologique-là, puis de faire un sens à la fin, une genre de fable qu'ils peuvent s'auto-construire. Donc, il y a plein d'éléments qui vont permettre à l'enfant de se construire sa propre histoire. C'est comme un outil pour apprendre à l'enfant à se raconter des histoires à lui, à son père, permettre aux parents de se pratiquer. Puis c'est un projet un peu poétique, vous allez le dire, mais ça nous permet de tester des hypothèses sur les comportements pour voir si les gens embarquent, voir quel genre de comportement on est capable d'explorer avec ça au niveau de storytelling. Donc, si vous avez des questions qui commencent à apparaître, vous ne vous gênez pas. C'est pour ça qu'on vous a donné des cartons. Vous pouvez venir les porter au fur et à mesure pendant la présentation. On peut essayer d'intégrer ce genre de questions-là dans les prochaines slides qui nous restent. Sinon, on va les compiler. On va mettre la présentation disponible sur notre... Puis on va faire un post sur notre blog. On va essayer de répondre à toutes les questions qui pourraient être restées suite à la présentation. Puis on va rendre disponible la présentation. Donc, le prochain segment, c'est le financement de ce genre de projet-là. Ça fait plusieurs années qu'on se promène à travers ce genre de projet-là, puis c'est pas évident parce qu'il n'existe pas de financement en ce moment mis en place pour un projet transmédia. Fait que chaque plateforme est finançable indépendamment, puis ça reste un petit peu complexe. Fait qu'on voulait essayer de vous donner vite une liste d'inspiration de par où vous pouvez vous y prendre si vous voulez financer des parties d'idées comme ça qui peuvent être complémentaires à vos projets. Donc, la première, entrepreneuriat social, cause ou sujet, ça vient rejoindre le point que je disais tout à l'heure. Partir de l'idée même, le corps du message du projet dans lequel vous êtes, puis vous demandez qui aurait intérêt à ce que ce message-là trouve son public. Ces gens-là, souvent, sont prêts à mettre de l'argent. Fait que ça peut être de la commandite, ça peut être le gouvernement, ça peut être sociétal, ça peut être un organisme, un NGOs. Il y a plusieurs approches pour le faire. Dans le cas de Wuxia, par exemple, il y a beaucoup de thèmes liés à l'écologie, les Premières Nations. C'est sûr qu'on va aller chercher ces gens-là au moins au niveau de partenaires, puis éventuellement, les structures il existe du financement pour régler ces problèmes-là qui peuvent être utilisés dans un projet comme celui-là. Un film comme un service, veux-tu... Vas-y, ça va être moins poétique.
Avec les RIDM, on a développé un atelier qui a failli avoir lieu cet automne, qui d'après moi va avoir lieu plus l'automne prochain. Puis l'idée, c'était de partir de 4 causes, des causes comme l'analphabétisme numérique, la condition de la femme ou ce genre de choses-là, d'aller chercher des organismes, souvent gouvernementaux ou dans le cas de l'eau, ça pourrait être One Drop ou des fondations, des choses comme ça, puis leur demander de mettre un montant d'argent pour sponsorer un workshop dans lequel on ferait venir des gens un petit peu partout dans le monde, des storytellers, des technologues, des producteurs, pour faire des espèces d'équipes. Puis l'objectif, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est du documentaire pour régler des problèmes. Fait que le film devient un outil de solution à un problème ou à une cause. Puis l'idée de ces workshops-là, en fait, ça va être de rassembler ces gens-là autour de la cause, de leur dire, vous avez un montant d'argent pour travailler ensemble, c'est des gens qui ne sont pas habitués de travailler ensemble, comment est-ce que vous pensez que vous pourriez vous y prendre pour régler le problème? Avec un bon récit, peu importe, ça peut être technologique la solution, ça peut être très narratif. Je pense qu'il y a énormément de potentiel, puis la majorité des projets majeurs qu'on est en train majorité majeure qu'on est en train de développer vont être financés de cette manière-là. Je vous le dis, ça fonctionne. Financement 2.0, c'est ce qu'on connaît comme le crowdfunding. Très intéressant d'un point de vue financier. Les chances de succès sont super minces. Je veux dire, le nombre de personnes qui réussissent à faire les coups de circuit là-dessus sont quand même assez restreints, mais c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment trippant pour développer un public puis tester une idée. On va parler un petit peu tantôt de l'importance de ça. Comme individu versus comme compagnie, financer des projets, des fois, si je suis un auteur, j'ai une bonne idée puis je veux la financer, ça va peut-être prendre une compagnie ou une structure légale pour être capable de le faire. Fait que je ne sais pas dans quel niveau vous vous situez, mais il existe toutes sortes de modèles ou de structures dans lesquelles vous pouvez embarquer. Il y a un mouvement aux États-Unis en ce moment, c'est des entreprises sociales, Patagonia, que vous connaissez peut-être, qui est une compagnie de vêtements en partie de ce mouvement-là. C'est des compagnies qui, dans leur structure même, se doivent de générer autant de valeur en bien commun que de profit. Ils ne peuvent pas juste générer de l'argent. C'est un mix entre du capitalisme et du socialisme. Et l'objectif, c'est la compagnie crée de la valeur autant pour elle que pour la société dans laquelle elle est. Fait que ça passe des fois par l'impact environnemental, le social que la compagnie peut avoir. C'est très, très, très intéressant. Puis c'est maintenant reconnu, il y en a une dizaine au Québec de ce type de compagnie-là. C'est des structures qui sont bien faites pour recevoir du financement sociétal si vos projets sont de cette nature-là. Tu veux-tu faire un... Ouais. Quand on a fait Lost River, qui était plus une série de courts-métrages sur les rivières perdues à Montréal avec l'Université Concordia, c'est qu'il y avait des soundscapes à faire, donc des soundtracks qui étaient spécialisés dans l'espace. Donc, la rivière est là, je ne l'entends pas, mais si je commence à marcher, je commence à l'entendre. Il n'y avait pas de technologie encore vraiment établie pour faire l'expérience. Puis à Concordia, il y avait un laboratoire ils appelaient ça le Mobile Media Lab, puis il y avait 25 000 pour un étudiant pour faire cette recherche-là. On a dit, est-ce qu'on peut prendre ce 25 000-là puis faire le film avec? Puis on dit oui. Donc, il y avait de l'argent dans les universités pour faire des programmes de recherche sur des choses qui n'existent pas ou des étudiants qui auraient des maîtrises à faire puis qui sont intéressés à participer à votre film pour faire leur programme de recherche. Capital de risque, c'est plus risqué, plus intense, mais quand on a un projet pour lequel on est sûr qu'on va trouver notre public, puis qu'on est capable de promettre un retour sur investissement à $1 investi, c'est quelque chose que moi, je considère qui n'est vraiment pas à négliger. Puis il existe du capital de risque dans lequel les gens sont prêts à perdre leur argent. Il faut qu'il y ait un potentiel de gain, mais des fois, ça se rapproche du mécénat, mais il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'argent dans un projet en fonction d'un potentiel qu'ils pourraient avoir. Puis ces gens-là ne sont pas consultés si souvent que ça. En général, ça peut fonctionner. Quand une marque, c'est Branded Entertainment en anglais, les marques qui ont besoin de rejoindre les publics ont besoin d'être de plus en plus meaningful, authentiques. Fait que des fois, le récit ou des personnages dans lequel on renforce leur image de marque par un film dans lequel on présente le problème qu'ils règlent, des fois, les marques sont prêtes à payer très, très cher pour ça. Coke, il met à peu près 60% de son budget marketing maintenant dans ce genre de contenu-là. Si j'avais eu à faire une conférence juste sur un des chemins que je vois intéressant pour les filmmakers, là, ceux qui veulent vraiment faire du film d'auteur puis pas trop se prostituer à faire de la publicité, il y a de plus en plus d'agences qui commencent à engager des storytellers, carrément des auteurs ou des filmmakers, pour faire des récits. Puis ensuite, ils les attachent. C'est pas du placement de produits, c'est vraiment des récits originaux. Puis ils l'associent à des marques qui ont des attributs ou des personnalités proches de votre récit.
Absolute, en ce moment, avec Sidley, sont en train de bâtir entièrement un département de filmmaking. C'est pas une firme qui fait de la production audiovisuelle, c'est vraiment des réalisateurs engagés pour faire des films originaux qui sont ensuite vendus à des clients comme un produit. Que vous soyez d'accord ou non, c'est ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de soit prendre vos jobs ou vous offrir une opportunité de rentrer dans cette espèce de monde d'agences-là. Les clients de ces agences-là demandent ça en ce moment parce que c'est l'authenticité que les gens cherchent, puis c'est la conversation qu'ils cherchent à avoir, puis c'est ce genre de contenu-là qui crée ces communautés-là, puis cette authenticité-là. Si votre projet se rapproche d'un objectif qui peut ressembler à un objectif de recherche, il existe énormément de financement pour les chercheurs. Puis dans un projet comme IO Theater, peut-être que ça marche plus dans des projets technologiques, là, mais dans un projet comme IO Theater, on fait des associations avec des chercheurs comme en géomatique ou qui peuvent arriver avec du financement qui couvrent leurs ressources. Fait que ça permet d'intégrer dans une structure financière d'un projet complet des ressources qu'on n'aurait pas nécessairement les moyens de se payer au service du projet qui s'autofinancent. Je vous dirais que ça aussi, ça peut être quelque chose à explorer. Puis sinon, bien, tout ce qu'on connaît, les différés, je veux dire, d'avoir un bon pouvoir de compteurs pour convaincre les gens à embarquer dans nos projets pour faire les projets à pro bono ou en différé. Puis, bien sûr, le financement traditionnel qui est toujours en place. On est chanceux d'avoir ça ici au Québec. On s'est promené pas mal à l'international, puis le monde nous regarde avec beaucoup d'envie par rapport à la quantité de types de financement puis la flexibilité des financements qu'on a ici. Fait que ça vaut la peine d'en profiter aussi. Quand on voulait parler de l'ancien modèle de filmmaking, c'est que les gens, ils trouvent de l'argent, puis tous les producteurs avec qui je faisais du documentaire ou du court-métrage, ils trouvent l'argent, puis ensuite, ils font leur film. Mais tout ce qui précède, genre le script, la recherche, tout ça, ça a une énorme valeur sur le web pendant que le film se fait. Puis souvent, ils attendaient beaucoup, comme s'ils gardaient ça comme un release date. Là. Ils disaient, faut attendre avant le lancement. Mais leur lancement, quand ils faisaient le lancement, il y avait comme toute une partie de pre-sell à l'audience. Bâtis ton audience, arrange-toi pour avoir 20 000 personnes qui attendent ton film en ayant suivi ton storyboard, en ayant eu des conversations avec tes acteurs, avec toi, pour avoir une espèce de punch beaucoup plus puissant quand c'est le temps d'aller au bat pour avoir un financement. Dans le transmédia, c'est un peu plus complexe. Tu vas faire du low-cost média sur le web, tu vas aller tester des audiences, tu vas définir d'avance s'il va y avoir une réaction à ton idée, ton sujet, puis tu vas décider ou pas si ton audience est assez large pour faire tout ton projet, mettons, de film. Fait que tu vas aller faire ton fanbase ou ton collective building de ta communauté 1-2 ans avant que ton film soit fait. Quand on a fait Lost River, avant que le film soit fait, on avait eu 2 ans, on avait 15 000 personnes qui suivaient le projet. Il y avait des explorateurs urbains qui allaient dans les égouts filmer. Il y en avait qui prenaient nos cartes de la Ville de Montréal, puis la productrice Catherine Cadbert Productions, ceux qui s'occupaient de la production, ils ne voulaient pas lâcher ces cartes-là. C'est comme si c'était une propriété du réalisateur, de l'auteur. Sauf que la foule, celle qui faisait en sorte que le projet était de plus en plus voulu, ça l'aidait à son financement. Ça l'aidait des gens qui avaient de l'argent à dire « Hey, vous avez besoin d'argent pour financer quelle partie du projet? » Parce que là, on en a entendu parler. Non, je vois le visage qui change. Mais le sponsorship sur le web, ça marche par la conversation. Si tu retiens ton contenu, si tu ne penses pas du moins à étioler ou à segmenter une partie de ton récit ou d'en créer un backstory volontaire ou pas pour le donner à un public intéressé à développer leur intérêt, ça t'empêche, dans le fond, d'utiliser la force du web, le reach du web en ce moment. Fait que c'est juste l'idée d'explorer ce business model-là, de le voir un peu plus brand-wise, votre idée, de ne plus la voir comme le format film ou, justement, comme tu dis, un mode de consommation, puis de dire qu'est-ce que tu es en train de bâtir comme communauté d'intérêt autour de cette idée-là, autour de ce projet-là. C'est vraiment de le voir comme un work in progress avant de le vendre comme un produit fini. Comme d'inviter les gens à embarquer dans le progrès, dans le processus de travail. Il y a une partie de l'audience qui est très, très férue de ce genre de données-là, puis qui vont vraiment supporter la conversation qui se passe sur ce work in progress-là. Un modèle super intéressant que nous, on utilise quand on embarque sur des projets, c'est Business Model Generation. C'est un livre et une application iPad. Je vous le recommande très fortement. Le premier chapitre du livre est disponible gratuitement en ligne. Puis le principe, c'est une série de questions qui nous permettent de réfléchir pourquoi, pour qui, comment on fait un projet.
Fait que ça peut être autant un produit, ça peut être un service, ça peut être... Puis beaucoup de case studies dans le livre sur comment ce modèle-là s'applique à différents types de compagnies ou de projets. Puis l'élément au centre, la value proposition, c'est la valeur, on la crée pour qui, comment. Puis après ça, en fonction de la valeur qu'on crée, on est capable de se dire pour qui on crée cette valeur-là, comment on peut capturer cette valeur-là. Puis dans cette réflexion-là, c'est à partir de ce genre de réflexion-là que vous allez arriver à imaginer un nouveau modèle d'affaires pour financer vos projets. Fait que, partir de l'idée du projet puis du core du projet versus partir de la plateforme ou du format, je pense que ça a beaucoup de potentiel. Donc, avoir une bonne idée, mais je vois les réactions sur l'audience, mais l'idée d'une expérience usagée dépasse l'histoire. Donc, l'expérience, disons, d'une histoire, j'écoute un film, c'est 20 minutes. Sauf que tout ce qui va sur la périphérie de cette expérience-là, c'est les conversations que je vais avoir avec mes amis après sur ça. Comment j'en parle sur Internet? C'est quoi les mots qui me restent en tête quand je vais mettre mon blog post sur Internet? C'est parce que c'est vous qui me les avez mis dans la tête ou c'est les conversations que j'ai entendues? C'est qui me l'a recommandé? Dans quel contexte il m'a été recommandé? Puis, quelle est l'image qui me reste en tête, le résidu visuel qui me reste en tête quand j'en parle? Puis, juste d'approcher ça d'un point de vue branding ou d'un point de vue content strategy. Je sais que ça peut être un peu froid comme approche d'un film d'auteur, ou est-ce que c'est votre histoire qui a mûri, puis c'est vous qui livrez ça, puis vous cherchez votre marché. Mais de l'autre côté, le marché vous cherche aussi. Puis c'est dans des conversations sur genre l'Internet que vous pouvez trouver ça. Ça peut être dans une communauté que vous vous rendez compte qu'il y a 10 000 personnes qui parlent d'un sujet dont votre film traite. Puis c'est en plongeant dans cette communauté-là qui va influencer votre film indirectement ou pas, qui va vous amener à peut-être déterminer, peut-être que les autres, ils pourraient m'aider, disons, à parler de mon film. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui pourrait porter le ballon avec moi le temps que je trouve du financement. Il pourrait peut-être m'orienter même vers la personne qui a plus de financement en ce moment par rapport à ce projet-là. Puis pour moi, le par où commencer ou ce qui aide à sécuriser un investisseur, c'est développer votre Bible de l'univers, pas en pensant que ça va être un film. Comme auteur, je vois que c'est bon. Comme auteur, moi, la façon que moi j'attire des producteurs ou que j'attire des gens vers mes projets un peu plus flyés, c'est vraiment créer une Bible de toutes les interactions avec mes personnages, sans trop m'approprier la façon que je vais narrer l'histoire, sans trop penser à l'action d'un film ou du format final. C'est vraiment quelle est la Bible de l'univers, c'est quoi la mythologie, c'est quoi les caractères que je veux créer. Penser à un pilote de 2 minutes, ce serait quoi que je dirais à une personne si j'avais 30 secondes, 2 minutes, puis essayer de me pratiquer à le faire dans ces temps-là. Développer une audience sur l'Internet, entrer dans des conversations ad hoc, développer une présence en ligne, ça coûte vraiment moins cher qu'il y a 10 ans. Donc, être en ligne, être capable d'écouter ce qui se dit en ligne, puis peut-être vous pratiquez à faire des modèles d'affaires autour de votre film. Je sais que ça peut être froid, mais en ce moment, les agences, ce qu'ils font, c'est qu'ils modélisent les business models de leurs clients autour d'histoires. C'est plus de la pub qu'ils cherchent en ce moment, les agences. Ils cherchent des histoires. Donc, c'est une énorme opportunité de ne pas tomber juste dans un branded content froid, mais d'avoir des auteurs qui comprennent cette mutation-là des marchés, qui comprennent ce comportement-là de consommation qui change, puis de devenir des modélisateurs ou des penseurs de ce marché-là, pour justement que ce ne soit pas juste des publicistes qui deviennent des storytellers. Il y a des marques de qualité pour s'associer à des bonnes histoires aussi. Ça ne marche pas avec n'importe quelle marque, c'est sûr et certain. Modèle d'affaires. Puis le pitch de vente, la capacité de synthétiser la promesse que vous avez avec votre histoire dans en fait, l'elevator pitch, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est la capacité pour vous ou toutes les personnes de votre équipe qui travaillent avec vous sur le projet de résumer le projet en l'équivalent de la durée d'un changement d'étage dans un ascenseur. Fait que vous allez arriver à un moment donné devant quelqu'un, puis si vous êtes capable d'arriver à mettre le doigt exactement sur c'est quoi qui différencie votre projet puis qui le rend unique, bien, c'est la capacité, c'est dans ce genre d'occasion-là que vous allez réussir à closer des trucs qui vont amener le projet encore plus loin. Ça, je pense que je vais sauter, mais je voulais faire un jeu avec vous, mais là, le jeu, il me reste 5 minutes. Donc, il y avait merci de votre attention versus s'amuser avec nous, en ce moment, on est vraiment ici pour essayer de créer un malaise. Et je le crée avec moi-même, le malaise, en disant, je voulais ouvrir une conversation sur, est-ce que vous voyez juste ça ici comme un marché sur le film ou sur des nouvelles façons de raconter? Moi, je suis vraiment à la recherche de nouvelles façons de raconter. Ça ne veut pas dire que je vais être innovateur. Je veux juste voir où les jeunes, par exemple, ma fille, la façon qu'elle consomme une histoire, il y a toutes sortes de façons que je vois qu'elle fait. Elle le fait avec des jouets.
en jouant avec des jouets. Elle le fait en mode story play, en mode costume. Elle lit des livres, elle joue au iPad, elle joue de la musique. Puis des fois, elle connecte toutes ces expériences-là entre elles. Puis les jeunes, notamment ma fille qui a 4 ans, elle compose une tune sur, mettons, mon iPad. Elle vient me le faire écouter, puis dit « Regarde, papa, j'ai fait une tune, puis là, je vais te montrer une histoire. » Fait qu'elle me fait une pièce de théâtre avec la tune qu'elle a composée. Elle a 3 ans. Fait qu'imaginez-la à 15. Moi, c'est à ça que je pense en ce moment quand je fais ces projets-là. Je pense pas aux jeunes de 25 ans qui, aujourd'hui, consomment le film. C'est pour ça que je veux pas paraître arrogant en vous disant « Je me préoccupe pas du marché actuel », mais où mon focus est en ce moment, c'est dans les 5 prochaines années sur l'impact que ça va avoir d'avoir, mettons, des lunettes immersives ou une montre intelligente qui sait mon battement cardiaque puis quand est-ce que je suis énervé ou pas, puis qui va influencer mon viewership. Un exemple, Xbox en ce moment travaille sur des senseurs dans leur Xbox qui vont sûrement proposer à des créateurs de contenu d'utiliser. Donc, le big data que ces espèces de senseurs-là collectent va être donné aux auteurs. Ils vont dire, by the way, j'ai 60 types de data que je peux te dire sur qu'est-ce que la réaction behaviorale des gens a. Inclus ça. Veux-tu que ça influence ton film en direct? Si les auteurs sont intéressés à explorer ce potentiel-là du big data, puis qu'ils voient le potentiel poétique ou narratif de ça au lieu d'en avoir peur, parce que ce qui va se passer, c'est que ça va être Google ou les marketeurs qui vont s'en emparer. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on ait donné des outils aux poètes, aux auteurs, pour qu'ils s'en emparent aussi des potentialités, puis qu'ils créent du contenu avec ça, juste pour contrebalancer l'autre monde qui s'en vient transhumaniste, ultra connecté, avec des lunettes Google Glass. Puis, c'est juste pour éviter cette froideur-là. En termes de nouveaux modèles pour la recherche, le big data, mais c'est quand même, mettons, une technique qui est déjà assez, on va dire, établie, assumée puis utilisée. Je vais prendre un exemple assez de base. Star Wars, c'est un univers, il y a un canon, c'est tout ce que le pitch de vente, ça a déjà tout ça d'établi comme univers. Puis en plus, il y a les figurines, il y a les costumes. Donc, tu sais, c'est pas vraiment nouveau. Puis, mettons, on prend l'exemple de l'épisode 1, où c'est qu'il y avait un personnage qui a été détesté par vraiment toute la communauté Internet. Bien, épisode 2 puis 3, ils n'ont pas reproduit le personnage, mais il n'est pas mort, pas rien. Donc, moi, ma question, vraiment, c'est vraiment juste qu'on a plus de données, parce qu'il y en a plus qui collecté, mais ça reste quand même les mêmes impératifs qu'il y a 10 ans pour Star Wars par rapport à la production. Tu prends l'exemple de product placement, puis des jouets, puis tout ça. Oui, c'est ça à la base, qu'une communauté en visant... En fait, c'est au lieu de faire un film pour un spectateur universel, tu fais un film pour une niche. Tu réduis à quelque part un peu ta possibilité d'impact parce que tu vas faire quelque chose pour plaire à un sous-groupe de personnes au lieu de faire une espèce de produit qui serait plus universel ou du moins qui a un reach qui veut toucher au plus de monde possible, quitte à ce que ce soit auteur ou non. Mais ce que j'entends ton point, mais un exemple, Big Data, Première Guerre mondiale. Ils ont collecté tout, pendant 100 ans, les lighthouses, là, les phares dans le monde. Donc, ils voulaient recréer la bataille navale qui a eu lieu entre 1914 et 1918. Comment tu la recrées? Ils voulaient l'illustrer, là. Ils voulaient la faire vivre en film, en short. Fait que là, ils demandaient à des historiens, ils demandaient à plein de monde, ils checkaient dans un journal, puis il y a quelqu'un qui dit « On va juste aller voir les lighthouses, on va checker le logbook. » Fait qu'ils savaient tel bateau à telle heure, de telle faction, tu sais, allemande, américain, tout ça. Ils ont tout mis ça sur un fichier scénaristique, puis ils ont fait une animation. C'est sur le web, vous irez voir Naval War, Big Data Experiment. Puis ils ont animé pendant 5 minutes le déplacement des bateaux de toutes les factions pendant 4 ans. Puis c'est juste en utilisant le Big Data de tous ces logbooks-là. Qu'est-ce que tu venais chercher comme innovation? Tu voulais que je te montre la technologie Oculus qui va te permettre de vivre un film dans ton salon, puis que tu vas te promener dans ton salon avec les lorgnières, puis tu vas être vraiment dans une pièce, puis tu vas être la caméra du film? Tu sais, parce que les prochaines expériences qui s'en viennent dans 5 ans, ça va être ce type d'expérience-là. Ce ne sera plus le web ou ton téléphone. Ça va être frictionless, là. Tu vas te mettre une lunette sur la tête, tu vas être dans un film d'horreur, puis let's go. Let's go in that hotel. T'sais, promène-toi dans l'hôtel Chicoutimi, puis va aller voir les morts vivants. C'est toi la caméra, là. Ça s'en vient, là. C'est à nos portes. À vrai dire, ça sort cette année, là. Fait que, tu sais, est-ce que les auteurs vont vraiment avoir développé les réflexes de faire des films pour ça? Avant que les gamers puis que les plateformes comme Xbox, tout ça, donnent à vous des outils pour ça. Moi, la seule raison qu'on était ici, c'était explorer l'intérêt des auteurs pour ce genre d'approche-là de recherche, d'outils un peu plus immersion, voir s'il y avait un intérêt, une connexion, une affinité, à vrai dire, dans vos recherches personnelles sur conter une histoire sur celluloïd.
la distribuer autrement, dans le fond, tu sais. D'explorer ce que les gens sont en train de chercher, de se poser ces questions-là. Je n'ai peut-être pas la réponse à ta question. Là, mais... Non, mais c'est bon. Je venais voir, on parlait de l'avenir du transmédia puis du multiplateforme, puis je voulais voir justement, genre, c'est ça, vers quoi ça tendait pour du monde qui œuvre dans ce domaine-là. Le multiplateforme va rester tant qu'on pense de façon non organique. Fait que tant qu'on veut séparer les humains puis qu'on veut les rendre individualisés, il va y avoir de plus en plus de plateformes qui vont être des walled gardens. Il va y avoir Apple, il va y avoir Samsung, il va y avoir la montre, il va y avoir les lunettes. Puis à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va arriver et va dire « It's all over. Mets ta chip ici. You see it? Good. We're all connected. » Puis ça, il y a du monde qui travaille là-dessus. Et moi, je veux juste éviter qu'on perde l'art de raconter des histoires comme one-on-one, comme ça, à cause d'une technologie qui est soudainement invasive, puis qu'on n'a pas vu venir, puis qu'on n'a pas parlé ensemble entre auteurs plus traditionnels. Tu sais, des conteurs, pourquoi le conte revient? Pourquoi vous pensez folkloriquement qu'on est attaché à ces histoires-là one-on-one? L'imagination est dialogique. Le face-à-face, en ce moment, est beaucoup... Si je faisais cette conversation sur le web, là, ce serait beaucoup moins viscéral. Puis tu serais vraiment pas en train de venir me chercher des idées beaucoup plus profondes à assez de répondre. Moi, quand je vais arriver chez nous, c'est sûr que j'écris un blog post en pensant exactement aux questions que tu me poses. Mais j'aurais pas eu cette réaction-là sur le blog. J'aurais juste pas mis de like. Tu sais. Mais il n'y aurait pas eu cette conversation-là, tu sais. Parce que tu pousses, ton ton affecte ma présence. Donc, de plus en plus, les rencontres humaines, là, l'immersion, là, c'est ça que les humains veulent en ce moment. Ça, là, ça nous déconnecte, ça ne nous connecte pas. Fait que le social media à la Facebook, I don't believe it. Il y a du monde qui y croit, il y a du monde qui croit au big data, à la grosse surveillance, puis que ça va être bon pour nous, puis ça va être bon pour les villes. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ça, mais ça se passe pareil. Donc, qu'est-ce que je fais parallèlement? Est-ce que j'essaie d'y répondre avec un acte de désobéissance civile poétique du genre There's no danger? J'essayais juste de faire une réponse à ça. Je ne suis peut-être pas assez bold encore dans ma réponse, mais... Gênez-vous pas s'il y a des questions que vous aimeriez qu'on réponde après la présentation ou vous voulez nous laisser. Ça va nous faire plaisir de regarder ça et d'essayer de répondre via le web après. Si vous avez des projets aussi, si vous avez des récits en ce moment qui sont sur le point soit de commencer à être mis en développement ou vous avez un film déjà fait et que vous aimeriez voir comment je pourrais le détruire pour le transformer autrement, on peut aussi avoir cette conversation-là du genre comment on pourrait distribuer mon film autrement que de façon traditionnelle, juste pour voir à peu près comment vous vous sentez après. Ça va me faire plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci.